Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, lundi 29 mars. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, une aide d'urgence a été allouée au secteur de la montagne, fortement impacté par la crise sanitaire. Le conseil départemental a voté cette enveloppe in extremis ce matin. Tous les détails avec Jean-Paul Crespi. Un secteur de la montagne en souffrance que connaît bien notre invitée du jour. Sylviane Noël, sénatrice de Haute-Savoie, a été désignée présidente du groupe de travail tourisme du Sénat en février dernier. Nous évoquerons avec elle l'impact financier de cette crise majeure. Et on commence ce journal avec une marche pour le climat organisée à Annecy et à Chambéry ce dimanche, comme vous pouvez le voir sur ces photos envoyées par le collectif Il est encore temps. Après les jeunes militants de You for Climate, c'était au tour de plusieurs associations locales de Savoie et de Haute-Savoie d'appeler la population à se mobiliser pour demander une vraie loi climat. À Chambéry, ils étaient 700 à manifester dans les rues afin d'alerter les élus sur les dérèglements climatiques et les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. De leur côté, les députés écologistes ont appelé les élus savoyards à prendre leurs responsabilités. Une autre mobilisation devant le conseil départemental de Haute-Savoie ce lundi matin. Avant d'entrer en délibération, les conseils départementaux ont été interpellés par le collectif Crash qui conteste le renouvellement de la concession de l'aérodrome d'Annecy. Une concession est en cours d'attribution au groupe Vinci pour une durée de 15 ans, mais la justice administrative a annulé par 2 fois cette décision. L'affaire est actuellement en cours devant le Conseil d'État. Et à l'issue de leur séance, les conseillers départementaux de Haute-Savoie ont donc voté une aide d'urgence de 12 millions d'euros en faveur du secteur de la montagne en grande difficulté. Sont concernés par ce plan d'aide les communes de montagne, les jeunes saisonniers, mais aussi les ski clubs qui ont vu leur saison réduite à néant. L'Assemblée départementale a également profité pour approuver une enveloppe budgétaire allouée à la culture et pour entériner le rapport annuel sur l'égalité hommes-femmes au sein de l'institution. Le compte-rendu avec Jean-Paul Crespi. Réunis en séance publique, les élus du conseil départemental de Haute-Savoie ont approuvé une aide financière exceptionnelle au secteur de la montagne d'un montant de 12 millions d'euros. Une aide venant en complément des mesures gouvernementales et régionales. Ce plan d'aide d'urgence se décline en 3 parties. Au titre de sa compétence tourisme, une enveloppe de 10 millions d'euros est destinée aux 44 communes qui ont engagé des dépenses pour la saison hivernale 2020-2021. Des dépenses engagées afin de maintenir des activités neige. Une autre enveloppe de 400 000 euros est destinée aux jeunes saisonniers de 18 à 25 ans. Quelques 200 jeunes Haut-Savoyards vont percevoir une aide forfaitaire mensuelle de 400 euros sur une durée de 5 mois. Une dernière enveloppe de 1,2 million d'euros est quant à elle destinée aux 53 ski clubs fédérés autour du comité ski du Mont-Blanc. Nous, tout simplement, nous avons demandé aux communes de montagne de quelle façon s'est dégradée votre situation financière. Certaines sont en cessation de paiement immédiatement, aujourd'hui, ne peuvent pas voter leur budget. Et c'est pourquoi nous leur apportons cette dotation solidaire et nous leur apportons immédiatement après l'avoir décidé. Ce n'est pas dans 2 mois, dans 6 mois ou dans 8 mois, c'est tout de suite. Il y a des communes qui ne vont pas bien et de toute façon, même celles qui vont bien, ce qu'elles vont dépenser en fonctionnement sans compensation, c'est ce qu'elles vont retirer de l'investissement. Donc c'est une vraie cascade. C'est-à-dire que si on n'est pas à côté de nos communes, eh bien c'est le BTP demain matin. C'est plein de choses qui vont en pâtir parce que ce qu'on aura dépensé ou non compensé en fonctionnement, eh bien c'est ce qu'on n'aura pas en investissement. En fin de séance, le rapport annuel 2019 sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes au sein du conseil départemental a été présenté aux élus. Cette 6e édition dresse le bilan contrasté d'une situation qui varie suivant les services de l'institution. Chaque personne a ses préférences et on va aussi parfois avoir des femmes dans le secteur de la voirie, des routes, et c'est très bien, les mentalités sont en train de changer, il faudra encore évidemment quelques années. Mais l'intérêt aussi de ce rapport, c'est d'avoir un référentiel qui nous permet de mettre en place un plan d'action pour faire évoluer les choses dans ces différentes filières. Dernière information apportée aux élus, une enveloppe d'un montant d'1 million d'euros devrait venir en soutien au secteur de la culture. Une aide destinée entre autres au spectacle vivant et au cinéma d'art et d'essai du département. Et pour faire le point justement sur les conséquences de la crise sanitaire dans le secteur du tourisme, ce soir je reçois Sylviane Noël, sénatrice de Haute-Savoie. Bonjour Sylviane Noël. Bonjour. Alors, vous venez d'être désignée présidente du groupe de travail sur le tourisme au Sénat. Aujourd'hui, est-ce que votre fonction de parlementaire a encore plus d'importance face à cette crise sanitaire ?
Bien sûr, cette mission qui m'a été confiée par la présidente des affaires économiques du Sénat revêt pour moi une importance toute particulière compte tenu du poids du tourisme dans notre département et puis de la grave crise qui est vécue par le tourisme en ce moment et qui mérite bien sûr toute l'attention des pouvoirs publics. Donc là, on est vraiment dans le cœur de mission d'un parlementaire. Ce n'est pas uniquement de concevoir la loi, justement, pour nous permettre de légiférer au mieux. Il faut qu'on puisse avoir un regard très éclairé sur tous les sujets. Et ce type de mission contribue pleinement à cela. Alors on arrive à la fin du mois de mars, on peut dire que maintenant c'était une saison blanche pour les remontées mécaniques, avec un manque à gagner estimé à 800 millions d'euros. Comment la montagne française va-t-elle éponger ces pertes ? Écoutez, il y a un certain nombre d'aides qui ont été mises en œuvre par le gouvernement ces dernières semaines, ces derniers mois, sur notamment la pression des élus de la montagne, parce que je crois qu'au début, la spécificité des territoires de montagne n'a pas été pleinement prise en considération. Je crois qu'on avait sous-estimé le fait que l'économie montagnarde, c'est un vrai écosystème qui génère énormément d'emplois, qui génère 10 milliards d'euros de recettes. Donc ça ne se limite pas uniquement aux sociétés de remontée mécanique. Donc évidemment, cette crise va laisser des traces. Il nous faudra probablement plusieurs saisons pour nous en remettre. Mais je pense que les acteurs de la montagne sont suffisamment forts et résilients pour pouvoir surmonter cette crise, mais il faudra évidemment les aider. Alors justement, est-ce que ces recettes qui ne pourront pas être réinvesties dans les saisons hivernales à venir, est-ce que le monde de la montagne va devoir se réinventer pour cela ? Oui, je crois que les acteurs de la montagne n'ont pas attendu cette crise pour savoir qu'il fallait quelque part réinventer un nouveau modèle. J'aime bien une phrase qui dit que sans le ski, tout est fini, mais le ski, sans le ski, tout ne peut pas être basé uniquement, le tout ski c'est fini, mais sans le ski tout est fini. Voilà, c'est exactement cette phrase-là, désormais très célèbre. Il faut vraiment aujourd'hui que les acteurs de la montagne se tournent vers plutôt du qualitatif plutôt que du quantitatif, s'axent aussi sur des thématiques qui, à mon avis, sont largement sous-exploitées, comme la gastronomie, comme le bien-être. Voilà, des thématiques qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment prises en considération et pourtant nos territoires de montagne regorgent de richesses, de diversité. Et on a toutes les cartes entre les mains pour se réinventer et puis répondre à ces enjeux demain qui seront de toute façon nécessaires pour répondre à de nouvelles demandes de la clientèle qui est désormais plus familiale. Il faut aussi qu'on arrive à avoir une carte à jouer auprès des familles parce que la montagne a encore cette image un peu rude, un peu difficile et il faut qu'on arrive véritablement à capter cette nouvelle clientèle familiale. Je crois que nos concitoyens, grâce à cette crise ou à cause de cette crise, ont pu redécouvrir le territoire français, notamment la montagne, qui a su tirer son épingle du jeu. Et il faut qu'on rebondisse et qu'on saisisse cette vraie opportunité pour nous réinventer. Alors, si on se projette justement sur la saison estivale, d'après le baromètre de l'agence Savoie-Mont-Blanc Tourisme, un Français sur deux est encore indécis à l'idée de partir en vacances cet été. Est-ce que la saison estivale est-elle aussi en péril ou justement les Français auront davantage besoin de prendre l'air et ça annonce de bonnes augures ? Comme la saison estivale précédente, je pense que les Français vont privilégier aussi la destination montagne qui offre tout ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de grands espaces, de liberté. Donc je pense que là aussi, la montagne a tout à fait sa carte à jouer. Après, quelle sera la situation sanitaire au moment du début de la saison estivale? Ça, malheureusement, c'est encore une grande incertitude. On voit que la situation évolue très rapidement, donc c'est sûr que si on se retrouve au mois de juillet avec des déplacements interrégions interdits ou limités, il est évident qu'on ne pourra pas envisager les choses de la même façon, mais bon, on va rester optimiste et puis espérer que ce virus freine enfin sa progression et qu'on puisse envisager des jours meilleurs.
Alors, le président de la République devrait s'exprimer ce mercredi soir sur la situation sanitaire. Les classes ferment petit à petit et les hôpitaux sont saturés en services de réanimation. Est-ce que vous croyez à l'annonce d'un reconfinement total ? Écoutez, je n'en sais rien. Très sincèrement, nous n'avons pas, nous parlementaires, beaucoup d'informations. Pour tout vous dire, le conseil scientifique est un petit peu le baromètre de toutes les décisions gouvernementales ces derniers mois. Donc je n'ai pas la capacité de vous répondre. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on nous avait promis que la France monterait à une capacité de 12 000 lits de réanimation, eh bien aujourd'hui on n'en est qu'à 5 000, c'est-à-dire grosso modo au même niveau que lors du premier confinement en mars dernier. On nous avait dit que 7 000 infirmiers étaient en cours de formation et seraient opérationnels rapidement. Où sont-ils? Voilà, moi je vois des équipes médicales fortement éprouvées, des malades qui arrivent en nombre dans les hôpitaux. Et cette situation me désole parce que voilà, on est quand même la 7e puissance mondiale. Et je suis un peu surprise qu'on n'arrive pas à répondre à ces défis importants. Ok. Vous avez récemment envoyé une lettre à l'inspection académique pour défendre le maintien d'une classe au groupe scolaire du Mont-Saxonnais. 34 classes sont en péril dans le département. Il faut à tout prix conserver les classes dans le monde rural. Bah oui, vous savez, en zone de montagne, l'accessibilité est déjà pas facile. Les raisons imposées par le climat, par le relief, font qu'on doit conserver absolument des classes en zone rurale. Et puis vous savez, une école en zone rurale, c'est la vie, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup de services publics, beaucoup de commerces qui ont déjà déménagé. Si vous laissez fermer une école, même une classe en zone rurale, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une classe, généralement, eh bien, la conséquence, c'est que les classes restantes vont se trouver surchargées. Ça me semble déjà compliqué. Donc, en zone rurale, on a très souvent déjà des classes à multiniveaux. Donc quand on se retrouve, et j'ai été dans cette situation lorsque j'étais maire de Nancy-sur-Cluse, où 1 an après ma prise de fonction, j'ai eu malheureusement une classe qui a fermé, et bien derrière, je me suis retrouvée avec des classes multiniveaux, avec des effectifs très lourds. Et c'est particulièrement difficile pour les équipes enseignantes d'enseigner dans ces conditions-là. Donc, pour moi, les écoles rurales doivent bénéficier vraiment d'un traitement à part. Et puis, il faut se rappeler que le gouvernement s'était engagé à ne plus fermer d'écoles en zone rurale contre l'avis des maires. Et aujourd'hui, on voit bien sur le terrain que cette décision-là n'est pas du tout appliquée et qu'on se retrouve avec des décisions qui ne prennent pas du tout en considération les spécificités locales et les attentes des élus locaux. Donc voilà, moi je me bats contre cela. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Eh bien, merci Sylviane Noël d'être venue sur ce plateau. On reste au Mont-Saxonnais. Depuis 1 an, un habitant de cette petite commune est devenu le grand témoin du confinement vécu par les habitants. Il devrait proposer d'ici la fin de l'année un documentaire qui retrace les 365 jours de restrictions sanitaires. Jean-Paul Crespi l'a rencontré chez lui en plein montage. Observateur attentif de la vie de sa commune, il accumule depuis le premier jour du premier confinement en mars 2020 les images et les témoignages des habitants et des habitantes du Mont-Saxonnais. Un carnet de route au jour le jour qu'il alimente par ses rencontres et par l'observation des transformations de la vie quotidienne de sa commune qui n'a cessé de se modifier au rythme de l'avancée de la pandémie. Son objectif, rassembler maintenant cette matière pour proposer en fin d'année un documentaire retraçant cette histoire commune. Pour moi, c'était très important parce que j'ai interviewé dans le film toute génération. Par exemple, une chose qui était intéressante aussi, j'ai interviewé la personne qui s'occupe de l'épicerie. Elle m'a raconté que quelquefois, il y avait des gens, des anciens, qui étaient perdus, qui venaient presque pleurer, qui venaient lui raconter. Ils avaient besoin, ils venaient à l'épicerie ou à la poste ou des choses comme ça. Ils sortaient des choses, ils avaient besoin de s'exprimer, voilà. Et pour le Covid, c'était important de garder une trace de ça. C'était important de garder cette mémoire. La curiosité est l'une de ses principales qualités.
au même titre que la patience et la rigueur. En ethnologue averti, il sait qu'il doit relater les faits le plus fidèlement possible, tout en proposant ses observations. Ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, est très très intéressant sur nous, sur nous-mêmes. Est-ce qu'on avait besoin de ça pour voir, pour voir qui on était exactement? Vous voyez, ça, en fait, c'est terrible. Avec le Covid, on perçoit encore plus l'être humain au fond de lui-même. Alain Duval a signé plusieurs dizaines de reportages et documentaires sur sa commune et la vallée de l'Arve, dont Paysan horloger et plus récemment Le Tri de l'Homme. Autant de documents qu'il a construits patiemment avec cette même ambition, proposer une mémoire vivante de son territoire pour mieux enraciner son identité. Parlons d'un autre projet au long cours. Le Feniflen a officiellement trouvé son prestataire. La remontée mécanique sera portée par un consortium composé de la Compagnie des Alpes, de l'entreprise Poma, de l'autoroute et tunnel du Mont-Blanc et du Crédit Agricole. Cet ascenseur valléen reliera les communes de Maglan à Flaine en passant par les Arraches-Lafras. Le coût de l'opération s'élève à près de 81 millions d'euros. Pour l'instant, la répartition de l'investissement n'est pas encore connue parmi les acteurs, mais la région et le département devraient apporter chacun 20 millions d'euros sur la table. Ouvrons une page sport d'hiver à présent. La saison de ski alpin s'achève ce mercredi avec les dernières courses des championnats de France de ski alpin à Châtel. Ce week-end, les épreuves de slalom et de géant étaient au programme à Saint-Jean-d'Eau et au Jet. Chez les dames, Nastasia Noens s'est offert une sixième place en slalom. Chez les messieurs, l'homme du week-end est Victor Muffat-Jandet. Le skieur de Val d'Isère a signé un doublé en 2 jours sur les épreuves techniques, mais ces championnats de France ont surtout été marqués par les adieux et plein d'émotions de Julien Liseroux et Jean-Baptiste Grange qui ont tiré leur révérence cette saison après de très nombreuses années passées en équipe de France. On écoute d'ailleurs Julien Liseroux au micro de FFS TV. Ça a toujours été du bonus, et puis c'était un an de plus, un an de plus. Donc ouais, j'en ai profité. Après, j'ai absolument aucune amertume ou aucun regret de terminer ma carrière en étant plus performant, enfin, en tout cas pas assez performant. Mais ouais, je pense que j'ai repoussé un peu des limites, en tout cas mes limites, et ouais, ça j'en suis assez fier. La décision, elle s'est prise naturellement à Flarao, ça fait un petit moment que j'y pensais. Et puis, Kitzbühel ayant été annulé, voilà, mon choix s'est reporté sur Schladming, dans le pays du slalom, dans la station du slalom. Alors c'est sûr qu'il manquait 40 000 personnes pour un vrai Schladming, mais voilà, c'était une fin très sympathique, j'en ai profité un maximum. Et puis c'était un beau happy end parce qu'il y avait Pintu et Clément sur le podium. Il y avait Tessa qui avait gagné le matin en Italie, donc voilà, moi j'en ai profité, j'en ai pris plein les yeux et j'étais finalement un petit peu comme un jeune premier qui débute en Coupe du Monde. Je dis souvent que finalement, les gens sont avec toi, comment toi tu es avec eux. Donc quelqu'un qui te sourit, tu te dis que peut-être parce que je lui ai souri, il me sourit. Et dans ce milieu du ski, qui est un milieu très particulier, qui est un petit milieu en fait, c'est quand même plus sympa de se marrer avec les mecs et de se taper dans la main et de se dire bonne chance et de se féliciter plutôt que de regarder ses pieds et de ne pas dire bonjour. Mes parents m'ont donné une éducation assez simple, basée sur le partage, sur le respect et sur pas forcément le dépassement de soi, mais en tout cas se donner les moyens de réussir tout simplement. Et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout gamin. Ce sourire, cette joie de vivre, le fait de profiter un maximum, le fait de tout donner aussi, parce que c'est important dans la compétition. Et moi, j'ai aucun regret. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai aucun regret. Et on reste dans le monde des championnats de France de ski, mais cette fois au Contamine-Montjoie, où le ski nordique français était à l'honneur en cette fin de semaine. Après les biathlètes, les fondeurs tricolores se sont élancés sur la piste haut-savoyarde. Chez les filles, la chamonniarde Enora Latulière est sacrée championne de France de sprint et de mass start au terme de 2 jours de compétition. Du côté des hommes, c'est Richard Jouve qui s'impose, lui aussi en mass start comme en sprint. Il confirme donc sa grande forme cette saison. On écoute justement le nouveau champion de France au micro d'Emmanuel Jaude. J'ai attendu tout le long de la course un peu derrière en m'économisant et puis en me replaçant au bon moment pour être devant quand ça attaque et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et là, vous voyez, je repars avec un titre de champion de France, j'en ai pas, senior j'en avais pas il me semble, donc c'est toujours sympa de l'avoir, j'en avais dans les catégories plus jeunes. Mais les titres seniors sont plus durs à avoir, donc je suis content de repartir avec aujourd'hui. C'est vrai que c'est un moment important, ça réunit toutes les catégories, donc ça fait toujours plaisir de venir courir au championnat de France. Après, c'est vrai que
pour les jeunes, c'est une étape très importante, c'est la grosse course, on va dire, de l'année. Nous, on redescend de la Coupe du Monde, donc en général, on est un peu fatigué, mais bon, on vient courir, on vient représenter nos comités, nos clubs, la fédération. Donc c'est toujours sympa de venir là. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de l'élite nationale de ski cross qui s'est défiée à Andermatt en Suisse sur un parcours semé d'obstacles complètement inédit. Le Français Jean-Frédéric Chapuis s'est hissé à la 2e place du podium derrière le Canadien Rhys Howden. Chez les dames, c'est Marielle Berger-Sabatel qui monte sur le podium avec une belle 3e place. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre émission Panorama. Sébastien Germain s'est rendu à l'hippodrome d'Aix-les-Bains pour évoquer le poids économique de la crise sanitaire sur les structures professionnelles du sport. Et pour cela, il a fait le point avec l'équipe de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball. Mardi, vous avez rendez-vous avec Sébastien Germain pour le journal à 18h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur 8 Mont-Blanc. Très belle soirée et prenez soin de vous.